4. Vos deux journalistes, Hervé Guéquier et Stéphane Taponnier, sont toujours retenus en Afghanistan. Nous sommes tous extrêmement solidaires, bien sûr, de France Télévisions et des familles et de cette situation. Je sais que le débat a eu lieu au sein des différentes instances de France Télévisions, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en le rappelant tous les jours, qui est certes un signal d'affection et de soutien, est-ce que vous ne pensez pas qu'on rend plus difficile la négociation avec des gens qui les retiennent et qui ne demandent qu'une chose, c'est de faire monter leur valeur dans l'opinion publique? Je reprends peut-être dans l'ordre si vous m'y autorisez. Concernant l'organisation, 2 points. Le premier, c'est que évidemment nous ne reviendrons pas sur la mise en commun des services supports. C'est-à-dire que tout ce qui est services support, ressources humaines, finances, informatique, technique, etc., doit bien sûr rester les services supports de France Télévisions au service des chaînes. Il ne s'agit donc pas de recréer les chaînes telles qu'elles existaient, chacune ayant ses services supports. Pour autant, je voudrais indiquer que ce travail est un travail en cours et que nous devons finaliser, puisque, par exemple, les systèmes d'information sont encore différents. Nous avons encore 4 systèmes d'information de paye. Donc, il y a un travail à faire, et ça, c'est un axe très précis. Tous les services supports doivent se réunifier pour permettre d'être plus efficaces au service des chaînes. Concernant le deuxième point, qui est le rapport entre les programmes et les antennes, que vous avez posé, que M. Leleu a posé aussi. Nous sommes en plein débat. Et ce débat, nous allons le trancher, je l'indiquais rapidement dans mon exposé tout à l'heure, dès les prochains jours. Enfin, je souhaite qu'il soit tranché avant mi-octobre. Avec, si vous voulez, 2 points. Le premier, c'est que il faut redonner une identité aux chaînes, donc la capacité de décider des programmes. Et donc, ça répond à la question du guichet unique. Lorsque vous évoquiez tout à l'heure la manière dont les producteurs ou les créateurs disent la question du choix se pose, je lis dans votre question le débat sur le guichet unique et le fait que on dit, à tort ou à raison, que c'est une seule personne qui décide de toutes les fictions et de tous les documentaires. Donc, on a bien 2 questions qui se posent à nous. La première, c'est l'identité des chaînes et la dynamisation des programmes de chaque chaîne, avec une cohérence, versus la nécessité absolue d'avoir une parfaite coordination pour ne pas faire 2 fois les mêmes choses, avec la notion d'innovation qui est très forte dans le projet, et on sait que l'innovation, elle doit être insufflée par quelque part quelque chose qui s'appelle de la recherche-développement et qui doit être nécessairement centralisé parce qu'on ne va pas multiplier le recherche-développement. Donc c'est cette question de l'articulation à l'intérieur de France Télévisions, de l'identité des chaînes indispensables et en même temps d'une forte coordination et d'une capacité à vraiment piloter l'ensemble qui se pose. Et il faut le faire avec des règles très simples qui soient compréhensibles et de l'interne et de l'externe, pour éviter tout ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, c'est le devoir sur lequel nous planchons actuellement et qui est notamment une des questions qu'on va aborder lors d'un séminaire en fin de semaine. Sur la déontologie, nous démarrons en réalité la réflexion, puisque c'est un travail que j'ai demandé à Thierry Tullier ces derniers jours. Nous souhaitons que la charte de déontologie soit intégrée à la négociation du contrat collectif avec les journalistes. C'est-à-dire qu'on renégocie les contrats d'entreprise sur les journalistes et on souhaite intégrer cette réflexion sur la charte de déontologie là-dedans, pour répondre à votre question. C'est-à-dire pour dire qu'un journaliste à France Télévisions, il a un rôle qui pour nous est essentiel, puisque la mission d'information de France Télévisions est essentielle, et que nous souhaitons absolument définir ensemble, et dans le cadre d'une négociation d'ailleurs aussi avec eux, ces règles qui doivent être applicables pour s'assurer du côté référence. Commission européenne, notre position, monsieur le sénateur, c'est que la taxe n'est pas affectée. Donc, si jamais la taxe sur les opérateurs
après les 2 mois qui sont donnés au gouvernement pour s'expliquer, devaient être annulés. Et je crois que le ministre l'a évoqué hier à Cannes très précisément, ça ne remet pas en cause les budgets de France Télévisions. La taxe n'est pas affectée. Donc c'est un problème pour les finances publiques éventuellement, mais ce n'est pas, et ça le ministre l'a bien repris hier, ce n'est pas un problème du budget de France Télévisions. Concernant la suppression de la publicité dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens à 5 ans, moi, ma position à ce jour est de dire que si nous négocions un contrat d'objectifs et de moyens, avec des ambitions très claires en termes d'objectifs, qui correspondraient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le rôle de France Télévisions, sur le rôle des chaînes, etc., nous mettrions des moyens en face, et ces moyens, après, pourraient nous arriver d'une façon ou d'une autre. Dans la position où je suis actuellement, ma question de fond est: ai-je les moyens nécessaires pendant les 5 ans, et l'État peut-il s'engager sur ces moyens nécessaires? À l'État de nous dire, enfin, et à vous, Parlement, de nous dire si ces moyens c'est de la pub ou si c'est des finances publiques. Mais cet engagement, pardon, je vous renvoie la balle, mais cet engagement sur les moyens est pour moi essentiel dans le cadre de la négociation d'un contrat, sinon il n'y a pas de contrat. Alors, si vous anticipez qu'il y a des difficultés des finances publiques qui dureront plus que 2 ans aussi, mais je m'en remets à votre sagesse et à votre capacité à... Merci, Monsieur le Président. Dernier point, nos 2 otages en Afghanistan. D'abord, c'est une question qui secoue l'entreprise profondément. Parce qu'il y a des réseaux de solidarité, mais il y a aussi un rapport au métier, enfin vous imaginez tout cela. Au point où nous en sommes, Monsieur le Sénateur, au point où nous en sommes, des négociations, qu'on les cite tous les jours ou qu'on les cite pas, ça ne change pas grand-chose sur les négociations en cours. Et le fait de les citer, c'est à un moment donné... dans la gradation, le fait de dire, voilà, il y a une mobilisation de l'entreprise et une prise à témoin de nos concitoyens. Moi, je suis très frappé, et je le dis là à des élus, de la manière dont les municipalités se sont, dans toute la France, se mobiliser. Vous avez dans beaucoup de mairies des affiches, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Vous savez... dans cette négociation qui est vraiment remarquablement menée par les services de l'État, je suis ça, et il y a une vraie prise en compte. À un moment donné, cette question de la mobilisation, c'est peut-être davantage pour soutenir les familles et pour leur envoyer un signal, parce que ce que nous disent d'anciens otages, Florence Aubenas a encore témoigné l'autre jour, c'est que de cette mobilisation, elle entendait des échos. Parce que vous avez un geôlier qui vous fait entendre Radio France Internationale, parce que, etc. Voilà. Mais on est aussi très très clair, c'est pas parce qu'on se mobilise qu'on les libérera plus vite. Ou plus lentement d'ailleurs. Malheureusement. Monsieur le Président, je crois que nous ne pouvons que vous redire la totale solidarité de nos commissions et du Parlement sur le dernier point que vous venez d'exprimer et qui nous préoccupe tous ô combien. Vous remercier d'être venu ici présenter votre action et votre engagement. Vous dire que nous resterons évidemment tout à fait à l'écoute de ce que vous faites, en dialogue avec vous, parce que nous attachons la plus grande importance à ce que l'audiovisuel public ait les moyens de son action et puisse continuer à répondre à l'attente des Français. Voilà pourquoi nous vous posons beaucoup de questions, mais c'est bien la preuve de l'intérêt que nous vous portons. Notre rôle n'est pas simplement de contribuer à la désignation des responsables de l'audiovisuel public, mais aussi et surtout de suivre leur action et de soutenir leur action. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Allez.
que l'on nous disait financer à 100% n'est déjà plus suffisante. Et avec la réforme actuelle, dès l'année prochaine, il manquera 25 milliards. Vous l'aurez compris, votre projet de loi est injuste socialement et inefficace économiquement. C'est pourquoi nous proposons un autre chemin. Et je demande aux membres de la majorité qui, trop souvent, nous disent ne pas avoir de propositions, de bien vouloir les écouter. Contrairement à l'idée que vous avez tenté, en effet sans succès, d'installer dans les têtes, nous ne sommes pas dans le refus de la réforme. Nous ne sommes pas dans l'esquive. Tout comme nos collègues à l'Assemblée nationale, nous ne nous arrêtons pas au milieu du chemin. Nous ne nous contentons pas de dénoncer votre pratique de la réforme, ni de contester le projet que vous nous présentez. Car personne ne peut nier la nécessité d'une réforme, mais une réforme qui apporterait des solutions et des avancées véritables. Oui, nous portons un autre projet. Nous portons une réforme globale, là où vous vous bornez à faire des mesures démographiques l'unique axe de votre projet de loi. Elle est indissociable, cette réforme, d'une autre politique de l'emploi des jeunes et des seniors en particulier. Notre projet alternatif de réforme des retraites a l'efficacité pour objectif et la justice pour boussole. La justice, c'est d'abord de garantir le niveau de vie des retraités, aujourd'hui dégradé par votre faute, puisque les réformes Balladur et Fillon ont conduit jusqu'à 20% de diminution des retraites. C'est une perte sèche, monsieur le rapporteur, de pouvoir d'achat. La justice, ce sont ensuite des efforts partagés, alors qu'aujourd'hui, 90% des efforts sont demandés aux seuls salariés. C'est pour cela que nous proposons de nouvelles ressources. Nous proposons de mettre les revenus du capital à contribution. Cela signifie augmentation des prélèvements sociaux sur les bonus et sur les stock options, conformément d'ailleurs aux propositions de la Cour des comptes, et application de la CSG sur les revenus du capital actuellement exonérés. Si notre projet était adopté, les contributions des revenus du capital s'élèveraient à 19 milliards dès 2010 et à 25 milliards en 2025, contre 2 milliards seulement dans votre projet. Et nous acceptons une augmentation modérée des cotisations patronales et salariales de 0,1 point par an au cours des 10 années à venir. La justice aussi, c'est de prendre en compte la pénibilité et d'en tirer des conséquences concrètes en matière d'ouverture des droits à pension. Nous devons acter un principe simple. Toute période de travail pénible, que ce soit de travail de nuit, que ce soit du travail à la chaîne, que ce soit du port de charges lourdes, doit ouvrir droit à une majoration des annuités et permettre de partir plus tôt à la retraite. Car oui, ceux qui souffrent plus doivent voir leur souffrance reconnue et récompensée au moment où ils quittent la vie active. L'efficacité, c'est de faire une réforme durable, alors que votre projet n'apporte aucune solution pérenne, pas même à moyen terme. Pour cela, nous n'aurons pas, contrairement à vous, une négligence coupable à l'égard du fonds de réserve pour les retraites, créé comme un facteur de sécurité et de stabilité par Lionel Jospin. Depuis 2002, vous ne l'avez plus alimenté et vous l'avez même parfois ponctionné. Vous avez ainsi transformé le fonds de réserve pour les retraites en un fonds de retrait sans réserve. Nous proposons au contraire de l'alimenter de manière régulière par la création d'une surtaxe de 15% de l'impôt sur les sociétés acquitté par les banques qui, une fois n'est pas coutume, peuvent fournir leur contribution à l'effort national. Nous proposons enfin des points d'étape réguliers, tous les 5 ans, avec l'ensemble des partenaires sociaux, ainsi qu'une clause de rendez-vous globale sur le système des retraites en 2025. C'est ainsi que nous parviendrons
à inscrire les choses dans le long terme et à procéder à une réforme durable des retraites. L'efficacité, c'est aussi être pragmatique, en cohérence avec la société et les modes de vie d'aujourd'hui. Ainsi, comment pouvez-vous sérieusement imposer aux seniors de travailler plus longtemps alors que la France est la lanterne rouge de l'Europe pour le taux d'emploi des 55-64 ans? Quel est le sens, quelle est la faisabilité de vos propositions dans un tel contexte? Pour notre part, nous proposons d'aller largement au-delà de votre réforme purement comptable en prenant le problème de l'emploi des seniors à bras-le-corps. Nous voulons un vrai accompagnement des salariés. Nous voulons favoriser la formation des seniors. Et nous pensons qu'il faut revoir les méthodes de travail dans les entreprises, en généralisant le tutorat et les binômes, en aménageant les conditions de travail des plus de 55 ans. Pourquoi enfin ne pas mettre en place un mécanisme de bonus-malus, par exemple la modulation de 1 point de cotisation patronale en fonction de la part des seniors parmi les salariés? Faute d'appréhender l'emploi des seniors dans sa globalité et dans sa complexité, votre projet de loi passe totalement à côté d'un enjeu majeur du monde du travail d'aujourd'hui. Car vous ne réussirez jamais la quadrature du cercle. Forcer des gens à travailler plus longtemps, alors qu'au-delà d'un certain âge, aujourd'hui, il devient souvent presque impossible de trouver un emploi. Au final, ce que nous proposons, c'est d'aller vers la retraite choisie. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas raser gratis, c'est au contraire une vraie réforme de société qui permettra d'aller vers un système de retraite à la fois universel et personnalisé. C'est la seule manière de s'adapter au rythme de travail et de vie d'aujourd'hui. C'est la seule manière de tenir compte des parcours et des perspectives de chacun. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis des mois, on veut nous présenter les mesures contenues dans ce projet de loi comme inéluctables. Depuis des mois, on fait appel à de fausses évidences sur l'augmentation de l'espérance de vie, sans jamais tenir compte des différences d'espérance de vie selon les métiers. Depuis des mois, on dépeint notre pays comme un village gaulois qui résisterait obstinément au changement, en oubliant au passage que chez nos voisins espagnols ou allemands, on s'est d'abord donné le temps de la discussion, le temps de la négociation et le temps de la mise en œuvre. On peut partir chez eux à la retraite au terme de 35 ans de cotisation sans être lourdement pénalisé. Pourtant, en matière de retraite, pas plus qu'ailleurs, il n'y a de fatalité. Une vraie réforme des retraites est possible. Elle est finançable. Elle est même souhaitable dès lors qu'elle s'inscrit dans une approche globale de notre économie et de notre société. Mes chers collègues, il ne s'agit en aucun cas, au travers de cette motion référendaire, de se défausser de notre responsabilité de parlementaires qui doivent se saisir de toutes les grandes réformes nécessaires à notre pays. Il ne s'agit pas de se substituer non plus à l'expression nécessaire de la démocratie sociale. Il ne s'agit pas de proposer des référendums qui porteraient sur tous les sujets. Mais nous sommes aujourd'hui dans la situation d'une parole présidentielle solennellement affirmée, puis véritablement trahie. Et ce sur une réforme considérée au plus haut sommet de l'État comme la réforme majeure du quinquennat. Oui, il faut que Nicolas Sarkozy décide enfin de tout remettre à plat et reprenne les choses à l'endroit. Plutôt qu'un débat sur l'identité nationale, ne serait-il pas plus utile, ne serait-il pas temps d'engager un débat national sur ce point précis, de savoir si le président peut faire l'exact contraire de ce qu'il avait proposé aux Français, l'ouverture des droits à la retraite dès l'âge de 60 ans. C'est à lui qu'il appartient de décider de la forme que ces débats pourraient prendre, c'est à lui de consulter les Français. C'est dans cet esprit, Madame la Présidente, qu'au nom du groupe socialiste, j'ai l'honneur de demander, et du groupe communiste, républicain, citoyen, parti de gauche, j'ai l'honneur de demander à notre Assemblée d'adopter la motion référendaire que nous avons déposée. Faute de débat et d'écoute,
nous utilisons cet ultime recours et nous lançons un appel solennel et grave à tous les républicains qui n'acceptent pas le caractère injuste, inique de ce projet de loi. Un appel à de nombreux collègues sur tous les rangs de cette Assemblée qui, au fond d'eux-mêmes, n'acceptent pas le caractère profondément choquant du texte qui nous est proposé. Oui, je lance un appel à toutes celles et ceux qui croient comme nous que la République française n'est elle-même que lorsqu'elle est démocratique et sociale. Ne votez pas cette réforme injuste. Mes chers collègues, avant de donner la parole à Monsieur Dominique Leclerc, j'ai le plaisir de saluer la présence dans notre tribune d'honneur de Monsieur Zalmay Zabouli, sénateur de la République islamique d'Afghanistan, qui effectue toute cette semaine une visite de travail auprès de notre Assemblée en compagnie de 2 fonctionnaires du Sénat afghan. Qu'il me soit permis de rappeler que c'est grâce au soutien des administrateurs de l'Assemblée nationale et du Sénat français qu'ont pu être formés, sous l'égide du Programme des Nations unies pour le développement, au cours de l'été 2005, les 100 premiers fonctionnaires des 2 assemblées composant le Parlement afghan. Depuis cette date, c'est plus d'une 50aine de parlementaires et de fonctionnaires de ces assemblées qui auront pu être informés ou formés grâce à la coopération de notre Sénat à Paris ou à Kaboul. En regard de la présence militaire française en Afghanistan, il importe de rappeler cette coopération pacifique au service de la démocratie. Je souhaite, en notre nom à tous, la bienvenue à notre collègue Zalmay Zabouli, auquel je souhaite un séjour fructueux et agréable dans notre pays. La parole est à Monsieur Dominique Leclerc, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre et chers collègues, hier, une motion référendaire signée par les membres des groupes socialistes et communistes a été déposée en séance par leur président. Cette motion met en œuvre, et ce pour la première fois dans notre commission, la nouvelle procédure qui a été adoptée à l'article 46 de la révision constitutionnelle de 2008, article, oui, qui a réformé l'article 11 de la Constitution en permettant d'organiser un référendum d'initiative parlementaire bénéficiant d'un soutien populaire. Sur la forme, tout d'abord, je vous indique que, malheureusement, la loi organique nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle procédure de référendum n'est toujours pas adoptée, ni même encore déposée à l'état de projet. S'il vous plaît. La logique devrait donc conduire la Commission à émettre un avis défavorable à cette motion. Ceci étant, je ne voudrais pas donner l'impression de me réfugier derrière cet argument technique facile, et je suis d'accord avec les signataires pour dire que la question des retraites est en ce moment très légitimement au cœur des préoccupations de tous nos concitoyens. Pour autant, si je reprends brièvement les 4 arguments développés par les auteurs de la motion, je ne puis les considérer comme convaincants. Le premier argument oppose au président de la République le fait que la réforme a été engagée sans mandat du peuple. Or, outre
que la Constitution déclare que tout mandat impératif est nul, c'est l'inaction du gouvernement qui pourrait être jugée gravement fautive face à la situation dégradée des comptes sociaux. Le deuxième affirme, votre deuxième argument, écoutez, vous affirmez l'absence de concertation avec les partenaires sociaux et aussi le manque de respect du Parlement qu'aurait illustré le débat à l'Assemblée nationale. Je ne puis suivre sur l'un ou l'autre de ces deux terrains. La concertation, et ça a été rappelé hier, suppose que les deux parties s'y montrent consentantes. Et d'autre part, l'Assemblée nationale a adopté ce texte dans les règles. Troisième argument, ce troisième prétend que la pénibilité de certains métiers n'est pas prise en compte, me paraît, il faut encore le répéter, un peu caricatural, si j'en juge par le temps que nous avons passé sur cette question en commission. Vous savez bien que la France sera le premier pays à reconnaître officiellement la pénibilité. Enfin, s'il vous plaît, le quatrième et dernier argument qui soutient que des projets alternatifs sont concevables. Vous le savez très bien, il me convient parfaitement. Je plaide moi-même, et depuis longtemps, pour qu'on réfléchisse à l'opportunité d'une réforme systémique. Chers collègues, vous l'avez bien compris, donc je vous propose de donner un avis défavorable à cette motion. Merci. La parole est à Monsieur Éric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. Monsieur le ministre. Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, voulez-vous, oui ou non, sauvegarder notre système de retraite ? Merci, ça me touche au cœur. C'est la seule question qui vaille. Et c'est la seule question qui mérite d'être posée aux Français. Et à cette question, évidemment, la réponse est oui. Les partenaires sociaux, les partis politiques que j'ai consultés, chacun de nous en est enfin d'accord. Nous voulons une réforme du système de retraite par répartition. Nous voulons sauvegarder notre système par répartition. Alors il est certain que réformer nos retraites, cela demande à tous les Français de faire un effort. Et demander à chacun de faire des efforts, cela n'est jamais populaire. Cela demande du courage, Monsieur le Président du groupe socialiste. Dans ce monde de plus en plus difficile d'ailleurs, gouverner demande du courage. Nous n'en manquons pas. Et avec le Président de la République, notre majorité, une nouvelle fois, en témoigne, comme elle a su en témoigner en 1993, en 2003 et en 2007-2008 sur les retraites. La proposition que fait aujourd'hui le Parti socialiste, c'est une façon d'éviter le débat sur le fond, sur le sujet de la réforme des retraites. Comme vous n'êtes pas à l'aise sur le fond, comme vous n'avez pas de projet, vous vous interrogez sur la forme, ce n'est pas autre chose. Et d'ailleurs, ce que vous avez dit au rapporteur, Monsieur Leclerc, sur la procédure de référendum, encore aurait-il fallu que vous vantiez la réforme constitutionnelle, mesdames et messieurs les sénateurs. Ça n'a pas été le cas. Alors demandez que s'applique une procédure contenue dans une réforme dont vous n'avez pas voulu, c'est un peu la même logique que celle que vous déployez sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, alors que l'Assemblée nationale a voté cette réforme, après de longs débats, jour et nuit, alors que le débat parlementaire se poursuit au Sénat devant votre haute assemblée, alors que le débat parlementaire se poursuit, comme il est normal dans une démocratie comme la nôtre, vous nous dites que la représentation nationale n'est pas qualifiée pour débattre des retraites et vous brandissez le référendum.
Moi, je pense que la représentation nationale et le Sénat sont qualifiés pour discuter des retraites. Puis-je également vous demander, Monsieur le Président du groupe socialiste, de respecter le règlement de l'Assemblée nationale dont vous avez fait des commentaires qui ne me semblent pas opportuns. Alors, si l'on suit votre logique, il faudrait faire un référendum à chaque fois que l'on fait une réforme des retraites. Pourtant, vous n'avez pas fait de référendum pour revenir sur la réforme des retraites de 1993 quand vous étiez aux responsabilités, alors que vous avez demandé sans arrêt de supprimer cette réforme. Vous prétendez avoir fait une réforme des retraites quand vous avez créé le fonds de réserve des retraites. Mais vous n'avez pas fait de référendum à ce moment-là. Ce n'était d'ailleurs probablement pas une réforme, c'est la seule logique que je trouve à cela. Entre nous d'ailleurs, Monsieur le Président, vous avez parlé du fonds de réserve des retraites. Sitôt l'avoir créé, Madame Aubry l'a immédiatement ponctionné pour financer les 35 heures. La première à avoir ponctionné le fonds de réserve des retraites pour alimenter le Forec de l'époque, c'est Madame Aubry. Alors vous nous reprochez aujourd'hui d'utiliser le fonds de réserve des retraites pour financer les retraites. Madame Aubry a utilisé le jeune fonds de réserve des retraites pour financer les 35 heures. Cherchez l'erreur, cherchez l'erreur. Sur les retraites, il s'agit d'avancer des propositions. Il s'agit de répondre à l'urgence des déficits de nos régimes de retraite en rétablissant leur équilibre. Il s'agit de construire des solutions dans la durée pour les générations qui viennent et pour que ces générations puissent à leur tour bénéficier de notre système par répartition qui est un système solidaire. C'est pour cela que nous avons ce temps de débat article par article, amendement par amendement. Nous y prendrons le temps qu'il faut sur tous les sujets clés d'une réforme des retraites. L'âge, bien sûr, débat important parce que c'est le socle d'un système par répartition, mais aussi la santé au travail, la pénibilité, les carrières longues, les inégalités de retraite entre les hommes et les femmes, les différences entre le secteur privé et le secteur public, les travailleurs handicapés, les seniors. Il y a de multiples questions qui se posent et à ces questions, le gouvernement répond, mais ces questions sont des questions de débat que nous aurons ici, je l'imagine, en profondeur. Alors, si vous posez par référendum la question, consentiriez-vous à payer plus d'impôts et de cotisations pour équilibrer notre système de retraite? Consentiriez-vous à payer plus de 40 milliards d'euros d'impôts et de taxes supplémentaires, comme le propose le Parti socialiste? Un véritable bombardement fiscal qui ruinerait à la fois notre compétitivité, pénaliserait l'emploi et diminuerait le pouvoir d'achat des Français. La réponse, elle est toute trouvée. C'est pas la peine de faire un référendum. Ce sera non. Les Français ne voudront pas de votre proposition de réforme des retraites. Ou encore, si vous posez la question autrement, puisque Madame Aubry appelle à une baisse des retraites, accepteriez-vous de baisser votre pension de 10% pour financer les retraites? La réponse, elle serait évidemment non, parce que si on ne touche pas à l'âge de la retraite, alors pour rétablir l'équilibre, il faut baisser les pensions et il faut les baisser aujourd'hui de 10% et en 2025 de 15%. C'est ça la réalité. Évidemment, personne ne le souhaite et surtout pas le gouvernement ni la majorité. Alors votre référendum, il ne servirait à rien, il ne résoudrait rien, il ne permettrait d'avancer sur rien. Surtout ne rien décider, voilà votre ligne de conduite. On le voit. Sur un sujet aussi vaste que les retraites, le choix du référendum est une impasse. Nous devons écouter les Français, mais nous devons aussi savoir prendre nos responsabilités. Les Français n'attendent pas qu'on soit dans l'inaction. Les Français, même si c'est difficile, attendent qu'on réponde à leurs préoccupations. Ils attendent de nous que nous garantissions nos régimes de retraite par répartition et nous le faisons. Ils attendent de nous que nous prenions en compte la situation de ceux qui ont des carrières pénibles et nous le faisons. Ils attendent de nous que nous prenions en compte la situation de ceux qui ont eu des carrières longues et nous le faisons. Ils attendent de nous
que nous agissions sur les vraies causes des écarts de pension entre les hommes et les femmes. Nous le faisons et le débat au Sénat sera sans doute l'occasion d'enrichir notre texte encore et toujours sur ce sujet. Et ils attendent de nous, les Français, que nous prenions en compte la situation des retraités les plus modestes. Nous l'avons fait et nous continuons de le faire, notamment concernant les agriculteurs. Mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement n'est pas dans l'incantation, le gouvernement n'est pas dans l'idéologie, le gouvernement est dans la responsabilité et dans la réalité. Vous prétendez, Monsieur le Président, que nous n'avons pas de mandat pour agir, que le Président de la République n'aurait pas de mandat pour agir en matière de retraite. C'est probablement le fait que vous n'ayez jamais agi sur ce sujet-là qui vous donne cette expérience. Mais je voudrais juste vérifier que vous étiez bien au courant d'un scoop. Savez-vous qu'il y a eu une crise économique? Savez-vous qu'il y a eu la crise économique la plus importante que le monde ait eu à affronter? Et cela a changé la donne pour longtemps en matière de retraite. Il faut juste que vous ayez bien cela présent à l'esprit. Et nous vous le rappellerons, notamment lorsque nous parlerons des mesures de financement. Nous aurions pu ne rien faire, comme vous le souhaitez. Nous aurions pu ne rien changer, attendre que les déficits de retraite se creusent jour après jour. Mais la première qualité d'un homme d'État, c'est de s'adapter, et c'est le cas du président de la République française. C'est de s'adapter, et ce n'est pas d'oublier la réalité. Le mandat que nous ont donné les Français, quand ils ont élu le président de la République, ce n'est pas le faire choix de l'immobilisme, c'est de faire le choix de l'action et de la responsabilité. Alors ce n'est pas parce que le Parti socialiste a un problème avec les retraites qu'il faut refuser de répondre aux vrais problèmes des Français, celui du financement de notre système de retraite. Avec ce projet de loi, nous y répondons et prenons devant les Français nos responsabilités. La parole est à Monsieur Jacky Lemaine pour le groupe socialiste. S'il gueule comme ça toute la journée, ça va être dur. Une transition avec les manifs. Hein? Une transition avec les manifs. Ouais. On n'avait pas fait ça sur le fenêtre. Il se bouge pas, hein? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, une réforme des retraites ne peut se faire sans l'accord très large de nos concitoyens. C'est loin d'être le cas. Le gouvernement reste sourd à leur voix, dont l'écho lui parvient tant par les manifestations monstres des 7 et 23 septembre et du 2 octobre dernier, que par les sondages successifs initiés par les médias, et aussi par l'interpellation de son opposition parlementaire à l'Assemblée nationale et ici même au Sénat, en commission des affaires sociales et depuis hier dans l'hémicycle. Enfin, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, quoi qu'en pense le rapporteur de la commission des affaires sociales, je vous rappelle que le président de la République lui-même a déclaré dans un passé pas si lointain, 2007, qu'il n'avait pas été mandaté, donc élu, pour modifier l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite des Français. Le président de notre groupe, Jean-Pierre Bel, l'a fort à propos rappelé voici quelques instants. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de prendre la voie référendaire pour faire trancher par les Français, qui sont les premiers concernés, les points clés dont dispose le projet de loi du gouvernement, avec en premier lieu le recul de l'âge légal du départ en retraite de 60 à 62 ans, comme celui du déport de 65 à 67 ans de l'âge d'obtention d'un taux plein. Monsieur le ministre, si une réforme des retraites est effectivement nécessaire, notamment pour des raisons de financement que personne ne réfute, nous ne cessons de le déclarer, et il faut beaucoup de surdité sélective ou de mauvaise foi pour ne pas l'entendre.
Par contre, celle que vous nous soumettez est à la fois injuste, brutale, inefficace et inéquitable, comme le soulignent à juste titre toutes les grandes confédérations syndicales de notre pays, et comme l'a rappelé hier notre collègue Christiane Demontes au cours du débat général sur ce projet, et à l'instant notre collègue Jean-Pierre Bel. Les confédérations syndicales dénoncent par ailleurs une concertation en trompe-l'œil qui, en fait, n'a trompé personne. Nos concitoyens n'étant pas des naïfs, tous ont bien compris que seul le MEDEF était écouté au plus haut sommet de l'État sur ce dossier des retraites, comme sur bien d'autres. Tout d'abord, rappelons que la question des retraites ne peut pas se limiter à ses dimensions comptables, elle est par essence sociétale. Elle nécessite de plus une véritable négociation avec les représentants du monde du travail, négociation qui, malgré vos dénégations, Monsieur le ministre, n'a pas eu lieu. Elle requiert enfin un débat de fond où les thèmes de l'emploi et du travail devraient être abordés afin que la retraite par répartition retrouve la confiance de toutes les générations. Que proposez-vous en réponse à cet enjeu majeur pour nos concitoyens? Premièrement, un projet de loi qui est injuste. Les salariés qui ont commencé à travailler jeunes devront cotiser plus longtemps que les autres, sans amélioration de leur pension. Or, 50% des nouveaux retraités de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ont d'ores et déjà cotisé à 60 ans, au moins un trimestre au-delà d'une carrière complète, sans acquérir de droits nouveaux. Si le dispositif de départ anticipé pour carrière longue est maintenu, c'est en laissant de côté toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans et qui devront cotiser 44 ans. Les salariés qui sont hors de l'emploi au moment où ils partent à la retraite, soit près de 6 Français sur 10, seront amenés à rester au chômage, en maladie ou en invalidité plus longtemps, avec des allocations bien souvent plus faibles que leur droit à la retraite. Les situations de travail pénible ne sont pas reconnues par le projet de loi qui s'adresse uniquement aux salariés ayant déjà des atteintes à la santé à l'âge de 60 ans. La réforme est injuste pour les salariés exposés à la pénibilité qui ont une espérance de vie réduite en moyenne de 3 à 4 ans par rapport à l'ensemble des salariés. Enfin, en l'état actuel des propositions du gouvernement, la traçabilité de la pénibilité ne s'appuie pas sur les caisses de retraite et ne permet aucune action de prévention ni de compensation. Les fonctionnaires subissent une réduction de leur pouvoir d'achat à travers un rattrapage de taux de cotisation salariale de 7,88% à 10,55%, sans compensation et en période de gel des salaires. Or, nous savons que la valeur du point est gelée pour 3 ans. Les conditions d'accès au minimum garanti seront plus restrictives, ce qui amputera les droits des fonctionnaires les plus modestes, notamment les femmes. Les salariés aux carrières incomplètes voient l'âge du départ sans pénalité, les fameuses décotes, reculées de 65 à 67 ans entre 2016 et 2021. Les femmes seront particulièrement concernées et dramatiquement pénalisées, ce qui est inadmissible. Près de 30% d'entre elles partent actuellement en retraite à 65 ans. Les bas salaires seront défavorisés dans le public comme dans le privé. Un complément de pension au titre du minimum contributif est versé à 42% des nouveaux retraités du privé et à 75% de ceux qui partent en retraite à 65 ans. Avec cette réforme, les bas salaires auront donc plus de difficultés à accéder aux mesures qui compensent partiellement la faiblesse de leur droit à la retraite. Le projet de loi prévoit la prise en compte des indemnités journalières maternité dans le calcul des pensions des mères de famille. Outre le fait que ces périodes ne sont pas considérées comme cotisées, ce qui a une incidence sur les départs anticipés pour carrière longue, cette mesure est très insuffisante au regard des écarts de pension entre les femmes et les hommes. Ceux qui ont cotisé à plusieurs régimes de retraite sont toujours aussi pénalisés. Le projet de loi évoque à peine la situation des polypensionnés, alors qu'ils représentent, jugez du peu, près de 40% des nouveaux retraités. Deuxièmement, un projet de loi qui est brutal. De nombreux intervenants dans le débat général d'hier et cette nuit nous l'ont à de multiples reprises répété. Il combine 2 paramètres dans des délais très brefs. Un recul des bornes d'âge de 4 mois par année civile entre 2011 et 2016 et une augmentation d'1 trimestre dès 2013 de la durée des cotisations pour une retraite à taux plein portée à 41,25 années. Dans les fonctions publiques, une révision à la baisse du montant des pensions affectera tous les départs anticipés des parents de 3 enfants qui déposeront leur dossier à compter du 1er janvier 2011. Alors même que l'emploi des seniors est une priorité, cette décision
incitera les femmes fonctionnaires concernées à partir en retraite le plus rapidement possible. Troisièmement, un projet de loi qui est inefficace. Le projet ne vise que le court terme. J'ai déjà eu, hélas, l'occasion de le déplorer à cette tribune il y a quelques semaines lorsque nous avons examiné le projet de loi organique sur la dette sociale. L'équilibre financier à l'horizon 2018 n'est assuré qu'en transférant des charges vers l'assurance chômage et l'assurance maladie qui ne sont pas comptabilisées. Votre réforme des retraites aura ainsi un impact net sur les comptes de l'assurance chômage à partir de 2015, qui culminera entre 440 et 530 millions d'euros en 2018, selon les estimations de l'UNEDIC. Rien n'est prévu pour équilibrer le système de retraite au-delà de 2018, bien que vous vous en défendiez par des assertions nullement convaincantes, et les déficits continueront à se creuser, alors même que le recul des bornes d'âge aura produit tout son effet et que le fonds de réserve des retraites aura été liquidé. Enfin, le texte ne répond pas à la situation de l'emploi qui conditionne en grande partie l'avenir des retraites. La création d'une aide à l'embauche des seniors ignore les questions fondamentales des conditions de travail et des aménagements de fin de carrière. Quatrièmement, un projet de loi qui est inéquitable. Ce sont, et on l'a déjà dit, essentiellement les travailleurs salariés qui devront prendre en charge les conséquences de la crise. Ils fournissent 85% de l'effort financier, principalement à travers le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans d'ici 2016. Le recours à la fiscalité, notamment sur les contribuables les plus fortunés, et la taxation des revenus des capitaux reste symbolique et concourt seulement à 15% des financements. Le projet est également inéquitable pour les plus jeunes générations, car il dilapide, et c'est déplorable, les ressources du Fonds de réserve des retraites pour éponger une partie des déficits dus à la crise, alors que ce fonds est destiné à faire face, dès 2020, à l'arrivée à la retraite des générations nombreuses du papy-boom. Il crée ainsi les conditions d'une augmentation des déficits futurs qui reposeront alors sur les seules épaules des plus jeunes générations. D'autres solutions pour résorber les déficits dus à la crise étaient possibles. Les orateurs de mon groupe et moi-même en ont évoqué certaines lors du récent débat sur la dette sociale. Nous y reviendrons dans la suite du présent débat. Votre choix de siphonner sans délai le fonds de réserve des retraites est en définitive, quoi que vous en disiez, Monsieur le Ministre, un mauvais coup porté aux générations futures, celles de nos enfants, ce qui, plus qu'une erreur, est une faute dont vous aurez, ainsi que Monsieur le Président de la République, à rendre compte devant nos concitoyens, devant les générations futures et devant l'histoire. Triste projet en vérité, Monsieur le Ministre, éloigné de toute perspective de réforme. J'ai fini, Madame la Présidente. Éloigné de toute perspective de réforme solidaire. Car où serait le progrès si la sauvegarde de notre système de retraite devait se traduire par des inégalités croissantes, plus d'individualisme, davantage d'insécurité et de précarité pour les uns et toujours plus de privilèges pour les autres? Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, la consultation de notre peuple par voie référendaire s'impose. Mes chers collègues, avant de donner la parole au prochain orateur, je précise que les temps de parole doivent être respectés. Ne comptez pas sur mon indulgence, quel que soit ce premier mauvais exemple. Je donne la parole à Monsieur Jean-Louis Masson, non inscrit. Faire attention quand même. Oui, mais... Bonjour. Madame le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, tous les pays européens, membres de l'Union européenne, ont été obligés de prendre des mesures sérieuses pour tenir compte de la nécessité d'équilibrer les retraites. Moi, je pense, à titre personnel, que si la France avait une recette miracle pour maintenir la retraite à 60 ans, ça se saurait, et que nos voisins allemands, nos voisins luxembourgeois, nos voisins hollandais, les Suédois et les autres, qui ne sont pas plus bêtes que nous, auraient certainement découvert la martingale en même temps que nous et l'auraient utilisée. Alors, très honnêtement, je voudrais dire à certains de nos collègues que manifestement, si on veut assurer l'avenir des retraites, il est évident
qu'il faut prendre un certain nombre de mesures et, à l'évidence, le relèvement de l'âge de la retraite fait partie de ces mesures. Donc, à titre personnel, je suis tout à fait favorable au relèvement de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans et je pense même que dans 10 ans, dans 15 ans, ceux qui nous succéderont seront peut-être amenés, compte tenu de la poursuite de l'allongement de la durée de vie, de réexaminer même ce seuil de 62 ans. Ceci étant, j'ai pour ma part, il y a 2 points, moi, qui me posent problème dans cette réforme. C'est tout d'abord le passage de 65 à 67 ans de l'âge pour le bénéfice de la retraite dite complète. Alors, je crois que quelqu'un qui a cotisé pendant 20 ans, quand on lui donne sa retraite soi-disant complète, on lui donne au prorata des 20 ans. Donc, si cette personne arrive à 60 ou 62 ans, il n'y a pas de raison qu'on la taxe une deuxième fois en exigeant d'elle que par rapport à d'autres, cette personne soit obligée de cotiser plus longtemps. Et donc, je pense que mathématiquement, statistiquement, il est tout à fait anormal de demander à quelqu'un qui n'a que 20 ans de cotisation de travailler jusqu'à 65 ans, c'est déjà une injustice actuelle, et il est tout aussi anormal de demander à une personne, quand on aura passé à 62 ans, lui dire vous travaillez jusqu'à 67 ans, mais de toute manière, quand vous aurez travaillé jusqu'à 67 ans, vous aurez que votre retraite proportionnelle comme tous les autres. Donc vous avez au prorata de 20 ans, les autres ils ont prorata de 40 annuités, etc. Donc là, il y a une injustice, mais mathématique, au niveau profond, dans ce système. Et du point de vue social, c'est d'autant plus injuste, Monsieur le Ministre, et vous le savez, et moi je l'ai dit récemment au rapporteur de ce rapport qui est de l'Assemblée nationale, qui est par ailleurs un parlementaire de la Moselle, je lui ai dit que je ne comprenais pas son acharnement sur ce relèvement de 65 à 67 ans de l'âge de la retraite. Et c'est d'autant plus inadmissible que finalement, et vous le savez, Monsieur le Ministre, ce sont ceux qui vont trinquer, ça va être les gens les plus modestes, les gens qui ont des caissières, qui ont eu des caissières d'hypermarché, qui ont travaillé à mi-temps, qui ont déjà une toute petite retraite, et vous êtes en train, Monsieur le Ministre, de générer, avec ce relèvement du seuil à 67 ans, vous êtes en train de générer des cohortes de gens qui n'auront pas leur retraite, mais qui seront tout simplement à peine au minimum vieillesse. Et là, sur ce point, autant je suis tout à fait d'accord de remonter l'âge de la retraite à 62 ans, autant je ne suis pas du tout d'accord de faire en sorte que le seuil pour la retraite soi-disant pleine, mais qui n'est pas une retraite pleine, c'est une retraite proportionnelle, sans abattement. Donc, c'est le terme de dire la retraite pleine, c'est une hypocrisie du gouvernement. C'est pas la retraite pleine, c'est la retraite proportionnelle sans abattement. Et moi, j'estime qu'il est indécent de remonter ce seuil à 67 ans. Et puis, il y a, Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, qu'il y a un deuxième point, moi qui me choque, c'est que on est dans la difficulté. Conclure, Monsieur le Sénateur. Je conclus, Madame la Présidente. On est dans la difficulté et je voudrais dire que quand on est dans la difficulté, il est normal que tout le monde fasse des efforts. Donc j'estime qu'il est normal qu'on remonte l'âge de la retraite, mais il est indécent que le Président de la République s'accroche à certaines réformes tout à fait disproportionnées, telles que par exemple le bouclier fiscal. C'est indécent. Et moi je crois qu'un gouvernement responsable ne peut pas demander aux salariés et aux pauvres de faire un effort si aux super riches, et on en connaît, on en a parlé dans l'actualité récente, eh bien, si aux super riches, on ne demande rien. Donc, Monsieur le Ministre, et j'en ai terminé, Madame la Présidente, je voudrais dire que le fond de la réforme, qui consiste à passer à 62 ans, je suis d'accord, mais tout le reste, je ne suis pas d'accord, et la politique actuelle du gouvernement qui continue, disons, à avoir une politique à deux vitesses
au profit des riches et au profit des gens qui ont le bouclier fiscal, c'est indécent et donc je m'abstiendrai sur ce vote. Merci. La parole est à Monsieur Robert Tropeano pour le RDSE. Ça va. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on sait aujourd'hui qu'une très grande majorité de Français n'approuvent pas ce projet de réforme des retraites. Non pas qu'ils désapprouvent l'idée même d'une réforme, mais parce qu'ils ont bien compris, et ce malgré une large campagne de communication sur fonds publics, que cette réforme, votre réforme, Monsieur le Ministre, porte atteinte au fondement même de notre République et à certains de ses principes les plus fondamentaux, la solidarité, l'égalité, la justice, l'effort et le mérite, autant de valeurs partagées par l'ensemble des membres du groupe RDSE. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, et c'est l'objet de la motion qui vient de nous être présentée par le président Bell, le moment est venu pour vous et votre majorité d'entendre les Français. Oui, de les entendre et enfin de les considérer. Le président du Sénat n'a-t-il pas déclaré récemment sur cette question « Qu'on le veuille ou non, il y a des interrogations dans le pays, il faut y répondre ». Voilà des propos pleins de sagesse qu'il serait bon de mettre en pratique. Alors, quelles questions et quelles réponses adresser aux Français? Dans un premier temps, les entendre et les écouter. Cela devient une nécessité car toute réforme des retraites sans leur approbation est vouée à l'échec. Dans un second temps, il nous faut bâtir, vous avec nous, une autre réforme, recommencer à zéro et prendre tout le temps nécessaire pour négocier véritablement avec les partenaires sociaux et les forces politiques. La réforme doit se construire collectivement et chacune des sensibilités politiques et syndicales de ce pays doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. C'est de cette façon et uniquement ainsi que le consensus peut être trouvé, ce consensus si indispensable à la réussite d'une telle réforme. Ce consensus qui fait cruellement défaut aujourd'hui, car sur le plan de la méthode, vous avez, si je puis dire, fait le minimum syndical. Juste le temps de recevoir les partenaires sociaux, de prendre la température et de faire quelques photos. En juin 2010, 2 mois seulement après la fin de ce que vous avez habilement appelé les négociations avec les partenaires sociaux, mais qui étaient davantage de simples consultations, 2 mois après, vous déposiez sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi portant réforme des retraites. 2 mois. C'est bien peu pour préparer une réforme de cette ampleur. Une réforme qui touche au patrimoine commun de tous les Français, à savoir le système des retraites par répartition, un système construit après-guerre et qui fait encore la fierté de notre modèle social. D'autant que vous avez, une fois de plus, engagé la procédure accélérée, empêchant ainsi au débat et à la discussion parlementaire de prendre tout le temps nécessaire. Pourquoi, Monsieur le Ministre, vouloir traiter ce dossier en urgence et dans la précipitation? Comment s'étonner alors de son caractère bâclé? Après les services publics, après la Poste, après les collectivités territoriales, vous vous attaquez au système par répartition pour le démanteler et lui substituer des modèles risqués et inadaptés, des modèles reposant sur un système financier en crise. Vous croyez moderniser quand vous êtes à rebours de l'histoire, en ne tenant pas compte des leçons de la très grave crise financière mondiale dans laquelle nous nous trouvons. Alors, Monsieur le Ministre, devant un tel enjeu, et parce que la retraite est un droit fondamental auquel les Français sont profondément attachés, pourquoi autant d'empressement? Pourquoi priver les Français d'un droit d'expression sur un enjeu de société aussi important? C'est l'objet de cette motion référendaire que, pour ma part, je voterai, convaincu que l'ensemble des citoyens de notre pays doit pouvoir se prononcer sur l'objet même du projet de loi
et dire si oui ou non ils l'approuvent. Ne doutant ni de leur bon sens, ni de leur réponse négative, les Français vous obligeront alors à revoir la copie et à produire un nouveau texte nécessairement plus juste, plus ambitieux et plus respectueux des valeurs de notre République. Mes chers collègues, puisque l'article 11 de la Constitution prévoit la possibilité de soumettre au référendum tout projet de loi portant sur des réformes relatives à la politique sociale de la nation, ce qui est le cas avec ce texte, eh bien je crois qu'il ne faut pas s'en priver. Parce que le président de la République avait promis qu'il ne toucherait pas à la retraite à 60 ans. Cela a été rappelé par plusieurs orateurs et notamment par Jean-Pierre Bel tout à l'heure. Par conséquent, faute d'avoir reçu le mandat du peuple français lors de son élection au suffrage universel, et parce que cette réforme, véritable enjeu majeur de société, aura des conséquences pour l'ensemble de nos concitoyens, pour toutes ces raisons, c'est aux Français de se prononcer sur cette réforme. Ensuite, il nous reviendra à nous, représentants du peuple, de construire un autre projet, de proposer une alternative, au-delà des clivages politiques et dans la recherche sincère du consensus le plus large possible. Il est temps d'entrer dans une démocratie sociale et politique apaisée et responsable. Aujourd'hui, 71% des Français rejettent massivement la réforme telle que vous l'envisagez. Près de 3 millions de salariés ont manifesté leur opposition en descendant dans la rue à plusieurs reprises. Les Français, à commencer par les classes moyennes et par les plus modestes, sont inquiets quant à l'avenir de leur retraite. Leur contestation est légitime, car votre projet de loi pose de nombreux problèmes. Cela a été dit par de nombreux orateurs hier et cette nuit, et notamment par mes collègues du RDSE, Jean-Pierre Plancade ou encore Françoise Laborde. Vous prétendez rétablir l'équilibre financier de notre régime de retraite. D'une part, c'est faux, le compte n'y est pas. Mais d'autre part, c'est au prix de nouveaux sacrifices, encore une fois, pour les plus modestes et pour les classes moyennes. Tout d'abord, vous pénalisez les personnes qui ont commencé à travailler très tôt et qui devront cotiser plus longtemps que les autres. Pourtant, ces personnes connaissent souvent des conditions de travail très pénibles et ont une espérance de vie inférieure à la moyenne. Certes, vous proposez un dispositif leur permettant de partir un peu plus tôt, mais cela leur impose malgré tout une durée de cotisation très importante, beaucoup trop importante. Cette question soulève un autre problème, celui de l'emploi des seniors. En France, le taux d'emploi de la tranche des 55-64 ans n'atteint que 40%, alors que l'Union européenne avait fixé un objectif de 50% pour 2010. En repoussant l'âge de départ en retraite, vous risquez d'augmenter chômage et précarité et par conséquent de diminuer le niveau des pensions. En effet, près de 70% des Français qui liquident leur retraite aujourd'hui sont sans emploi. Vous pénalisez les femmes qui ont souvent des carrières incomplètes. Actuellement, les retraites des femmes sont inférieures de 38% à celles des hommes et plus de la moitié touchent une pension inférieure à 900 €. Cela est inacceptable. Cette inégalité reflète parfaitement les inégalités professionnelles qui se cumulent tout au long de la carrière entre les hommes et les femmes. Inégalité de salaire, inégalité au niveau des responsabilités, précarité et temps partiel subi. Certes, vous proposez de prendre en compte les indemnités journalières de maternité dans le salaire annuel qui sert de calcul du droit à pension. Mais cette mesure ne sera applicable qu'aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2012. Par ailleurs, je doute qu'elle permette de compenser le retard en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. En revanche, il est à craindre qu'en reculant l'âge légal de la retraite et l'âge d'annulation de la décote, vous condamniez ces femmes à une plus grande précarité. Elles sont actuellement plus nombreuses à liquider leur droit à la retraite à 65 ans, faute de n'avoir pu rassembler le nombre de trimestres nécessaires pour toucher une retraite à taux plein. Mais le taux d'emploi des femmes de plus de 60 ans est très faible. Elles sont donc nombreuses, avant 65 ans, à connaître une situation de chômage ou de précarité. Vous pénalisez également les salariés qui exercent un métier pénible et dont l'espérance de vie est de facto réduite. Sur cette question,
je ne peux que regretter que les négociations sur la pénibilité n'aient pas avancé. Et les mesures de votre projet de loi sont très nettement insuffisantes et surtout injustes puisque vous confondez pénibilité et incapacité. Le président de la République, au lendemain de la manifestation du 7 septembre dernier, s'est dit attentif aux préoccupations qui s'étaient exprimées. Cet énième fait d'annonce n'a malheureusement pas rassuré les Français sur l'avenir de leur retraite, car il ne règle en rien les problèmes de fond de la réforme. Pour engager une telle réforme, un grand débat de société, un grand débat public aurait été nécessaire, mais vous l'avez refusé. Le recours au référendum demandé par la présente motion est probablement l'ultime possibilité pour permettre la tenue de ce grand débat dans tout le pays et entre tous les Français pour les associer pleinement à la construction d'une nouvelle réforme des retraites. Monsieur le ministre, mes chers collègues, parce qu'il s'agit de leur retraite, celle de tous les Français sans exclusive, cette réforme doit être également la leur. Elle doit se faire avec eux et pas contre eux ou même sans eux. C'est pourquoi, mes chers collègues, j'apporterai mon soutien à cette réforme référendaire. La parole est à Madame la Présidente Nicole Borvo-Cohen-Seat pour le groupe CRC SPG. Ça va, Nicole? Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le Ministre, vous voulez rester sourd à la revendication sociale qui monte dans ce pays contre votre réforme et vous venez d'en faire la démonstration, il faut bien le dire, assez caricaturale dans le troisième discours que vous nous avez tenu aujourd'hui même. Vous n'avez cessé depuis un mois de tenter de minimiser les journées d'action et de manifestation organisées par les confédérations syndicales et largement suivies par les salariés et les citoyens qui les approuvent à plus de 70%, le même pourcentage désapprouvant votre réforme des retraites. Certes, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Déjà, à l'occasion du changement de statut de la Poste, antichambre de sa privatisation, la privatisation de GDF ou le bouclier fiscal, vous avez ignoré la contestation populaire. Même vos échecs électoraux ne semblent pas vous émouvoir. Nous l'avons bien compris. Vous êtes en mission, mettre en œuvre le programme des marchés financiers, c'est-à-dire la casse systématique du pacte social issu de la résistance qui unit notre communauté nationale. Et pour ce faire, vous vous employez à diviser notre peuple, vous et votre gouvernement et le président de la République. Vous vous employez à diviser notre peuple, à faire peur, à stigmatiser des catégories sociales, à faire des étrangers des boucs émissaires, à substituer à la question sociale l'ordre public. Pour autant, vous vous êtes appuyé jusqu'ici sur le programme du candidat Nicolas Sarkozy en 2007, validé par le suffrage universel lors de son élection. Il est vrai que le candidat Sarkozy n'avait caché ni ses objectifs ultralibéraux, ni ses affinités pour les habitués du Fouquet's. Mais il avait dit aussi qu'il était le candidat, du pouvoir d'achat, de la revalorisation du travail. Cela, vous n'en parlez guère, tant les résultats en sont loin et le discours oublié. Mais revenons aux retraites. L'argument du programme présidentiel n'est plus de mise aujourd'hui, et pour cause, d'ailleurs vous ne l'avez pas évoqué, puisque Nicolas Sarkozy déclarait à la presse en janvier 2007 « Le droit à la retraite à 60 ans doit demeurer, de même que les 35 heures continueront d'être la durée hebdomadaire du temps de travail ». Pourtant, en 2007 aussi, Laurence Parisot, dans le petit bréviaire du MEDEF que d'autres ont cité, qui s'appelle « Besoin d'air », je vous le recommande parce qu'il y a tout le programme du gouvernement dedans, dévoilait, elle, quel était ce programme.
Pour elle, concernant les retraites, l'abaissement de l'âge de la retraite de 65 à 60 ans en 1982 était une erreur historique. Évidemment, Madame Parisot ne connaît pas le suffrage universel, semble-t-il. Le président alors faisait mine de résister. Il disait « Elle a le droit de dire cela, mais moi je dis que je ne le ferai pas pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que je n'en ai pas parlé pendant ma campagne présidentielle. Ce n'est pas un engagement que j'ai pris devant les Français et je n'ai pas mandat pour le faire. » Et ajoutait-il, cela compte, vous savez, pour moi. Le mandat du peuple, je crois comprendre. À l'évidence, vous avez bien du mal à vous réclamer du programme présidentiel, vous avez bien du mal à vous réclamer d'un quelconque mandat du peuple. Vous ne pouvez vous réclamer que d'un seul mandat, celui du MEDEF. Là, les choses sont claires. D'ailleurs, Madame Parisot, récemment, c'était sur son blog, je crois, se targue, et je la cite, d'avoir, avec son livre, toujours le même, Besoin d'air, imposé le débat économique dans la campagne présidentielle et d'être à l'origine de décisions économiques majeures prises par le gouvernement. Lesquelles? La réduction de l'ISF pour investissement dans une PME, le renforcement du crédit impôt recherche, la réforme de la taxe professionnelle ou encore, c'est moi qui l'ajoute parce que c'était dans le petit livre, la suppression de la clause de compétence générale des collectivités territoriales que le gouvernement veut absolument faire voter. Donc vous voyez, vous êtes en phase totale avec le MEDEF, ça c'est sûr. Mais, ah non, mais je n'invente rien, chers collègues, je n'invente rien. Mais, du coup, le peuple est donc fondé à vous demander des comptes. Alors, qu'est-ce que vous évoquez pour justifier aujourd'hui cette réforme, la vôtre, qui n'était pas prévue par le programme quinquennal du président de la République? L'évolution démographique, elle était prévue bien avant 2007, et vous disiez l'avoir résolue en 2003 jusqu'en 2018-2020. Votre argument choc, c'est sûr, c'est la crise. Il n'y a plus d'argent. Parlons-en et soyons précis. La crise, c'est celle du capitalisme financier. C'est le résultat de la folie spéculative, de la déconnexion entre la finance et l'économie réelle qui a mis le monde au bord du gouffre. Vous avez volé au secours des incendiaires, les banques, les financiers, les actionnaires. En 2009, à coups de milliards, vous leur avez ouvert un crédit de 360 milliards d'euros, sans contrepartie. Pourtant, le président de la République, toujours lui, jamais avare de parole, se faisait fort de moraliser le capitalisme dans le monde. En France, les résultats ont été rapides, les banques se portent à merveille. Le bénéfice, par exemple, de la BNP Paribas en 2009 a bondi de 93% et les entreprises du CAC 40 ont dégagé près de 50 milliards d'euros de profits. Les jetons de présence des membres des conseils d'administration de ces entreprises du CAC 40 ont progressé de 18% en 2009. Ne vient-on pas d'apprendre que le directeur général de Carrefour, grand employeur de femmes précaires, à temps partiel et au salaire de misère, qui auront des retraites honteuses, celui-ci va partir après 3 ans de bons et loyaux services aux actionnaires avec une retraite de 500 000 € par an. Sur les 45 milliards d'euros de votre plan retraite, vous prévoyez d'en prélever 2 petits milliards sur les revenus du capital. Croyez-vous que nos concitoyens sont aveugles et sourds? Ne croyez-vous pas qu'il serait juste, un terme que vous aimez bien, vous nous l'avez sorti plusieurs fois, de leur demander leur avis sur votre réforme? D'autant que des projets alternatifs, contrairement à ce que vous dites, existent. Il procède, c'est évident, de conceptions différentes et de modes de financement différents aussi. Pour notre part, nous considérons que la retraite à 60 ans est un droit
et un acquis d'années de lutte démocratique pour une vie meilleure. C'est le droit de bénéficier d'une retraite en bonne santé. Je vous rappelle que l'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier est de 69 ans. Non. La retraite, c'est pouvoir avoir une retraite en bonne santé. Voilà. Pour notre part, nous considérons que l'emploi est un enjeu majeur. Vous n'en parlez jamais. Créer 100 000 emplois, c'est 1,5 milliard d'euros de recettes pour la protection sociale. Ce doit être la priorité pour les jeunes dont le taux de chômage et de précarité est aujourd'hui insupportable. À la différence de l'Allemagne, à la différence de l'Espagne, il y a des jeunes en France, il y a un renouvellement des générations. Mais nos jeunes sont insupportablement en chômage. Voilà la réalité. Pour notre part, nous proposons de financer la retraite à 60 ans à taux plein en faisant cotiser les revenus du capital au même taux que les salaires. Ce n'est pas du luxe, au même taux que les salaires. En modulant, nous proposons de moduler les cotisations patronales en fonction de l'emploi. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez guère réussi, à coup d'exonération, à faire créer des emplois par les entreprises, en supprimant les exonérations de cotisations patronales inefficaces pour l'emploi. D'autres propositions ont été faites. Il n'y a pas que nous qui en faisons, d'autres ont été faites. Et déjà, d'abord, les organisations syndicales. Parlons-en. Encore un oubli des promesses de Nicolas Sarkozy. Le dialogue social. Il s'en voulait le champion. Sur les retraites, il n'en est plus question. Certes, vous avez rencontré les organisations syndicales, mais comme elles étaient opposées à votre projet et unies, vous n'avez ouvert aucune négociation. Aujourd'hui, les organisations syndicales, soutenues par la grande majorité de nos concitoyens, continuent avec détermination et dans l'union de vous demander de véritables négociations sur une réforme de retraite juste et efficace. Ce qui signifie prendre en considération les propositions qu'elles font. C'est ça des négociations avec les partenaires sociaux. Prendre en condition les propositions qu'elles font. L'interruption brutale du débat à l'Assemblée nationale, l'urgence déclarée sur ce texte, votre fébrilité ne sont pas les bonnes réponses. D'ailleurs, on vous croirait engagé dans une partie de poker menteur. Vous parlez de possibles améliorations du texte, sans préciser quels sont vos propres amendements. Avez-vous peur que leur faiblesse n'accroisse encore le mécontentement? Ou croyez-vous, au contraire, décourager la future mobilisation du 12 octobre en les annonçant, par exemple, le 11 ? Je crains que vous n'entendiez pas bien ce que disent les organisations syndicales, les salariés et la grande majorité du peuple. Cette réforme, votre réforme n'est pas la bonne. Il faut retirer ce projet et réouvrir une véritable négociation prenant en compte des propositions alternatives faites principalement par les représentants des salariés. Voilà pourquoi nous vous demandons et demandons au président de la République de consulter le peuple lui-même. Et un ministre ne peut ignorer que même si le référendum prévu par la révision constitutionnelle de 2008 n'est pas encore applicable, à cause de qui? De vous qui ne voulez pas le faire appliquer, eh bien le président de la République, mais absolument, le président de la République, avec l'article 11 actuel, je peux vous le lire si vous voulez, mais je vous en dispense parce que je suis absolument sûr que vous le connaissez, peut consulter le peuple sur un sujet qui touche aux questions économiques et sociales qui concernent l'ensemble du pays. Il faut demander au peuple s'il veut de votre réforme, et s'il répond non, eh bien, vous serez dans l'obligation, vous et votre gouvernement, de remettre sur le tapis une véritable négociation avec les partenaires sociaux sur un projet alternatif. C'est la raison pour laquelle je vous invite, comme nos collègues socialistes, à voter cette motion. Elle a respecté son temps.
La parole est à Monsieur Nicolas About pour l'Union centriste. Et pour 16 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous ne souscrivons pas à la plupart des motifs invoqués en soutien à la présente motion référendaire et encore moins à ses conclusions. Il nous est expliqué que cette réforme serait engagée sans mandat du peuple. Cela sous prétexte que le président de la République se serait engagé à maintenir l'âge d'ouverture des droits à 60 ans. Drôle d'argument. En démocratie parlementaire, la première règle, c'est de s'écouter. Ouais. Écoutez, hier vous avez joué au foulard, aujourd'hui vous jouez au loup, il reste la marelle et les jeux de billes, il faut arrêter. Donc je vous dis que c'est un drôle d'argument. En démocratie parlementaire, il n'y a pas de mandat impératif. Le mandat donné par le peuple est celui qu'il a voulu donner à l'actuelle majorité. Majorité qui aujourd'hui, et contrairement à d'autres, prend ses responsabilités en tâchant de sauver la répartition. Le peuple français est aujourd'hui bien en position de trancher par le biais de sa représentation nationale. Quant à l'opinion publique, elle n'est pas si hostile à la réforme que vous voulez bien le dire. Chacun a bien conscience de la nécessité d'agir. Le déplacement de la borne d'âge d'ouverture des droits, la principale mesure du texte n'a rien de choquant. Elle est en phase avec tout ce qu'ont fait nos partenaires européens et avec l'accroissement de l'espérance de vie. Et non le fait de réparer la qualité du fils. Moi, j'ai pris la... Vous avez les autres de la motion qui confirment la réforme. Et le fait qu'elle doit porter du 45% des efforts existent et 115% du capital. Et c'est le de la répartition qui existe une toute petite partie financée par l'impôt lié aux mesures de solidarité nature. C'est essentiel. Et travail. Si vous n'êtes pas favorable à la mes chers collègues, si vous n'êtes pas favorable à cette retraite, je ne pensais pas que c'était le cas. Quant au projet alternatif, vous dites non, il en existe. Oui, mais vous êtes... D'ailleurs, nous en portons un. Que celles qui nous sont proposées. En revanche, pensons que nous n'aurons pas l'économie uniforme. Ce aussi en réalité par le point ou les comptes notionnels. Il nous faut dès maintenant ouvrir l'horizon d'une telle réforme. Enfin, le projet gouvernemental est insuffisamment débattu, concerté, paraît-il. Ce qui soulève la seule vraie question posée ici, comment au mieux débattre d'une réforme des retraites. Pour le futur de la référendaire serait l'outil idéal. Or, le référendum est un mode de consultation très spécifique dont on connaît bien les limites. Vous savez, on répond à celui qui pose la question, rarement à la question. En l'occurrence, nous avons à faire une réforme hautement technique. Alors, admettons que nous
que nous devons avoir est celle du Parlement. Pour des parlementaires, demander un référendum sur une telle question pourrait même s'apparenter à une démission. S'il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les retraites,